Donc voilà, on continue avec notre sujet qui tourne autour de l'utilisation de l'huile d'argan pour chercher d'éventuels effets thérapeutiques et bénéfiques pour la santé. Et donc, comme nous avons vu ce matin, il y a différentes facettes d'aborder les problèmes, ou bien par des études sur des cellules, in vitro, in vivo chez l'animal, ou aussi chez les études cliniques. Et là, nous allons poursuivre et enchaîner avec une présentation sur l'impact de la consommation de l'huile d'argan sur le syndrome métabolique chez les patients hypertendus jeûnant le mois de Ramadan, qui va nous être assuré par le professeur Belakouni, qui a présenté. C'est une personne qui est parmi les premières à avoir travaillé sur les effets de l'huile d'argan. Et donc, je lui laisse la parole, et nous avons probablement la chance d'avoir moins d'intervenants, si j'ose dire, et donc on aura largement le temps de discuter, et le but de cette réunion, c'est surtout de discuter. Voilà. À vous la parole, monsieur le ministre. Merci. Je vais vous parler d'une étude que nous venons de réaliser l'été dernier, d'ailleurs durant le mois de Ramadan, chez des patients hypertendus et qui jeûnent pendant le mois de Ramadan et qui avaient un syndrome métabolique, pour voir si l'administration de l'huile d'argan pouvait améliorer le syndrome, à quel niveau et quels facteurs. Alors si on doit analyser les résultats de cette étude, bien sûr, cette étude a été faite avec une huile d'argan que vous connaissez très bien, qui est extraite par presse et qui est contrôlée à partir donc d'une extraction à partir des abondants. Et la particularité de l'huile d'argan donc dans la panoplie des huiles alimentaires, on sait très bien que dans notre alimentation quotidienne, nous consommons les autres huiles, notamment l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de maïs et l'huile de tournesol. Cette huile d'argan, elle est spécifique par rapport déjà à sa composition en acides gras. La partie glycéridique, elle est unique quand vous voyez un peu la nature des acides gras la composant. Avec les différentes couleurs, vous voyez ici la nature de l'acide gras. Le bleu, c'est l'acide linoléique. Le vert, c'est l'acide alpha-linoléique. Et puis, on a l'acide oléique en beige. Et donc, vous voyez déjà, par rapport à la répartition des différents acides gras entre les différentes huiles, l'huile d'argan se distingue. Elle est similaire, je dirais, proche de l'huile d'arachide. Or que l'huile d'arachide, on n'est pas habitué à la consommer. Ce n'est pas une huile comestible traditionnelle. On la trouve dans l'épicerie fine. On peut utiliser l'huile d'arachide dans des préparations culinaires type assaisonnement, donc des salades, mais elle ne fait pas partie de la consommation ordinaire, traditionnelle des huiles alimentaires. Donc, à côté de la partie acide gras qui est spécifique, qui est unique pour cette huile, qui lui donne cette caractéristique importante dans laquelle nous sommes en train de travailler depuis des années, il y a l'autre côté, comme cela a été discuté dans cette session, la première session de ce matin, l'autre partie qui représente la partie mineure de l'huile, ça veut dire qui compose 1% en termes de masse, elle regorge de molécules très intéressantes, là aussi uniques et spécifiques pour l'huile d'argan, par rapport aux autres huiles. On va trouver des stérols uniques dans cette huile, comme le scotérol, qu'on ne trouve pas dans les autres huiles, et qui a démontré déjà ses effets, pas des études faites au niveau épidémiologique, au niveau des États-Unis et d'Europe, en tant que produit anti-cancer. On a aussi le gamma-tocopherol, qui est plus représenté dans cette huile, et pas dans les autres. Ça représente une deuxième spécificité. Et on a dans la classe des polyphénols, l'acide férulique. L'acide férulique qui est aussi très présent dans cette huile d'argan et qui a des caractéristiques anti-agrégantes. Ça a été aussi démontré par des laboratoires, des équipes de recherche en France et au Maroc.
Donc voilà un peu les particularités qui poussent les chercheurs à chercher qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport au métabolisme de façon générale. Alors, comme vous le savez, dans les 3 éditions, on parle de maladies cardiovasculaires et on va continuer à parler des maladies cardiovasculaires parce qu'elles continuent à occuper la première cause de mortalité, non seulement au Maroc, mais dans le monde. Ça veut dire qu'on doit donner tout l'intérêt à cette pathologie. Vous savez très bien que vous avez tous des postes télévisés chez vous, et qu'est-ce que vous voyez en termes de messages, en termes de prévention de santé? Vous entendez, vous voyez beaucoup de spots sur le cancer, n'est-ce pas? Et je me demande pourquoi. C'est une très bonne chose, alors que le cancer ne représente pas la première cause de mortalité. Pourquoi on a laissé de côté les maladies cardiovasculaires? C'est une question qui est intrigante. Et j'espère que dans quelques années, on aura la chance d'avoir des fondations ou des associations qui vont prendre le taureau par les cornes pour réduire ce fléau. Parce que ces maladies, elles tuent par athérosclérose, elles tuent par crise cardiaque, par accident vasculaire cérébral ou par des artérites des membres inférieurs. Et, bien heureusement, je dis, la nutrition, avec quelques ingrédients comme l'huile d'argan, apporte des résultats. Donc on peut facilement réduire ce fléau. Même si le rapport de l'OMS est pessimiste dans un sens, parce qu'il prédit, même d'ici 20 ans, enfin d'ici 15 ans, parce on parle de 2030, ces maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires vont rester occuper la première place. Donc, franchement, c'est un appel que je fais à chaque fois que j'ai l'occasion de dire faisons de la prévention. Ça veut dire quoi? Connaissant qu'est-ce qu'on doit faire. Et tout se joue dans la nutrition. Tout est causé par la nutrition. Et tout peut être corrigé par la nutrition. Dans sa globalité, dans son équilibre. Et quand on cherche dans la nutrition, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on mange, ce que vous avez pris ce matin, à midi, ce que vous allez prendre le soir. On va trouver des lipides, des sucres, des protéines, des vitamines. Et donc c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qu'il faut équilibrer. Donc l'apport nutritionnel doit être vu, corrigé, parce qu'il peut être porteur de résultats et de corrections. Donc, quand on parle de prévention, qu'est-ce qu'on va prévenir en fait? Il faut prévenir les facteurs de risque. Alors, quels sont ces facteurs de risque cardiovasculaires? Ils sont quand même nombreux. Ils sont nombreux. On peut citer le problème des lipides, ou ce qu'on appelle les dyslipidémies. On peut citer le diabète, on peut citer la cigarette, on peut citer le surpoids, la sédentarité, et encore l'hypertension artérielle. Déjà, c'est lourd. Les cardiologues se sont intéressés depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années à l'hypertension artérielle. C'est vrai que la prévalence des maladies cardiovasculaires, quand on voit un peu les différents facteurs de risque, on voit que l'hypertension artérielle compose 30% de prévalence. Mais, chose à laquelle l'attention n'a pas été portée, notamment par les cliniciens, que ce soit cardiologue ou bien endocrinologue, c'est les dyslipidémies. Alors que les dyslipidémies, ils constituent aussi une prévalence importante de 30%. C'est-à-dire le tiers de la population présente une dyslipidémie. Malheureusement, on ne peut pas la détecter parce qu'elle est asymptomatique. C'est-à-dire qu'on peut être dyslipidémique sans avoir aucune trace, aucun symptôme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire un dépistage, un prélèvement sanguin, on fait un bilan lipidique et on voit. Et on peut corriger juste par une prévention qu'on dirait primaire, c'est-à-dire sans avoir besoin d'aller chez le médecin. Donc, une analyse qui ne coûte pas cher peut déjà donner une notion, est-ce qu'on est dyslipidémique ou pas? Et quand on le saura, on peut corriger ça rien que par la nutrition. Ces facteurs de risque, malheureusement, ne sont pas isolés. Beaucoup de cardiologues vont vous dire, quand on reçoit quelqu'un avec un infarctus du myocarde, et quand on cherche qu'est-ce qu'il a, on trouve qu'il est diabétique, ou il a un syndrome métabolique, ou il est fumeur, ou il est diabétique. Ça veut dire, jamais on trouve une personne avec un facteur de risque. Beaucoup de facteurs de risque.
Et ces facteurs de risque, c'est ça ce qu'il faudrait réduire et prévenir. Le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, tous ces facteurs, quand ils se regroupent, ils constituent ce qu'on appelle ce syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique, c'est un ensemble de facteurs qui sont réunis chez la même personne. Ça peut être le surpoids, ça peut être l'hypertension, la dyslipidémie, l'intolérance au glucose ou encore une insulino-résistance. Les derniers résultats du Haut Commissariat au Plan, l'année dernière, a donné un chiffre, je dirais un chiffre alarmant. D'abord, elle prédit des valeurs qui sont en progression pour les années à venir en termes de prévalence de syndrome métabolique. Et elle a estimé la prévalence des adultes de 35%, répartie de façon inégalée entre l'homme et la femme. Beaucoup plus chez la femme, 40% chez la femme, 18% chez l'homme. Donc, parmi les facteurs de risque de ce syndrome métabolique, il y a un facteur clé, je dirais pivotal. Ça veut dire qu'il est important, rien qu'à l'œil nu, on peut voir si une personne a le syndrome métabolique, n'est-ce pas? Pas besoin d'aller voir le médecin. On regarde ça, on peut le mesurer par le taux de taille. Il faut juste avoir un mètre ruban et on peut vous donner le chiffre. J'ai un taux de taille qui dépasse une certaine norme, donc je suis prêt à peut-être, si je suis fumeur, si je suis hypertendu ou j'ai un cholestérol élevé, ça y est, je suis classé parmi la catégorie des personnes qui souffrent de syndrome métabolique. Pourquoi ce syndrome métabolique devient très important? Parce qu'il va tout de suite pousser vers une cardiopathie athéroscléreuse. Il va multiplier le risque d'attraper une maladie cardiaque de 4 fois. Les gens qui ne sont pas diabétiques ont un risque, s'ils sont classés syndrome métabolique, ils ont 5 à 10 fois plus de chances, malheureusement, de tomber malade et d'être diabétique. En plus de la corrélation avec l'obésité viscérale. Elle est abdominale, elle devient viscérale. Donc, ce syndrome métabolique, il a connu beaucoup de fluctuations en termes de définition, depuis des années, depuis 2000. Les grandes instances, que ce soit l'OMS, que ce soit les sociétés savantes européennes, américaines, ont débattu sur la définition. Ils ont pris beaucoup de temps parce qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2015, je pense que l'IDF, ou ce qu'on appelle la Fédération internationale du diabète, a statué là-dessus, comme quoi, si on trouve 3 facteurs présents, réunis chez une personne, parmi les 5, vous le classez syndrome métabolique. Donc, une obésité abdominale qui dépasse 94 chez l'homme, qui dépasse 80 cm chez la femme, des triglycérides élevés qui dépassent 1,5, un HDL bas, un HDL cholestérol qui est bas, avec une petite différence entre l'homme et la femme, et une hypertension artérielle qui dépasse les 130 dans la maxi et qui dépasse 85 dans la diastolique, et une glycémie à jeun dépassant 1,1 g, ou bien des. Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend comme quoi le syndrome métabolique est une problématique, un véritable problème de santé publique, auquel les traitements ne donnent pas beaucoup de résultats. Vous avez bien compris que, qu'est-ce qu'on va traiter? La dyslipidémie, donc voilà, une pastille, l'hypertension, une autre pastille, on va aller à 4 pastilles par jour. C'est pour cela que, pour moi en tout cas, le seul moyen, véritable moyen de lutte, c'est, en première intention, de régler, comme je vous ai dit au début, la problématique de l'hygiène alimentaire. Les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes, notamment dans ce type de maladie, que ce soit les maladies cardiovasculaires ou bien les maladies cancéreuses, parce qu'ils apportent tout simplement des résultats. Voilà pourquoi nous avons, avec les cardiologues du CHU de Casablanca, essayé de voir comment peut-on améliorer ou pas le syndrome métabolique chez des patients hypertendus et qui étaient en consultation et un suivi dans le CHU de Casablanca et de Limoges cet été-là. On a pu faire cette étude en excluant tous ceux qui
devait poser un problème en termes d'interprétation des résultats. C'est-à-dire, on a éliminé, on a exclu les gens qui posaient des problèmes rénaux, hépatiques ou VIH ou SIDA, les gens qui avaient un traitement hormonal dans les 6 mois qui précèdent l'étude, les gens qui étaient traités par statine. Alors c'est une information très importante. Les patients, qu'ils aient une dyslipidémie ou pas, en tout cas qui faisaient partie des critères d'inclusion, n'avaient pas de prise médicamenteuse contre le cholestérol, pas de statine. D'accord? Et pas d'antidiabétique. Par contre, des antihypertenseurs, oui. C'est tout à fait normal parce qu'on ne joue pas avec la tension artérielle. Il faut vraiment la stabiliser. Et puis, c'est des gens qui on a éliminé des gens les personnes qui ne jeûnent pas, bien sûr, parce que si on est dans un cadre d'études, il faut que ça soit cohérent. Et puis, bien sûr, les non-fumeurs. C'est une étude d'intervention. Nous avons pris l'habitude d'utiliser un protocole qui a été validé depuis maintenant 15 ans dans nos études, dans les différentes études. Et puis, au cours de route, on a perdu des gens. C'est normal, parce que quand on fait une intervention, il faut beaucoup de travail, c'est-à-dire de sensibilisation, de conviction, de suivi. Il y a je ne vous cite pas, il y a des étudiants, des chercheurs, des nutritionnistes, des diététiciens qui participent ensemble dans cette étude pour enfin arriver à 43 patients qui ont été randomisés en groupe contrôle et en groupe argan, utilisant ou consommant 25 ml d'huile d'argan qui correspondait à 2 cuillères par jour pendant 3 semaines pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Des triglycérides élevés, un HDL pratiquement normal et puis une glycémie élevée à 1,15. Donc, ça veut dire que c'est des patients qui avaient un syndrome métabolique. Les autres paramètres, comme l'âge, le poids, la taille, le tour de taille, le tour de hanche, le rapport tour de taille, tour de hanche, tous ces paramètres ont été faits analysés et interprétés et évalués par les médecins du service avec la diététicienne d'inclusion. Mais au fur et à mesure de la consultation qui se fait chaque semaine, il y avait la diététicienne du groupe qui analysait le rapport alimentaire et qui donnait en même temps des conseils. C'est très important. Voilà, vous réduisez ça, vous augmentez ça. Jusqu'à la fin de l'étude, on est arrivé à avoir, vous voyez, dans les 2 bâtonnets à droite et au centre, aussi bien dans le groupe argan que dans le groupe contrôle, une stabilisation à 19% en termes d'apport lipidique. Et ça, c'est important pour l'analyse des résultats. Alors, les résultats que nous avons eus jusqu'à maintenant concernant le bilan lipidique ne montraient aucune différence significative pour le cholestérol total. Par contre, pour les triglycérides, on voit bien que dans le groupe argan, on avait une baisse des triglycérides et qui était très significative. Et par rapport aux autres paramètres du bilan lipidique, et de façon significative. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces résultats, encore présentés pour la première fois, notent bien qu'il y a une amélioration des paramètres lipidiques. Et quand on dit amélioration, ça veut dire significative. Si ce n'est pas significatif, même si c'est léger, on ne peut pas la prendre en considération. Donc, 2 paramètres clés dans le syndrome métabolique qui sont les triglycérides et le HDL cholestérol. Ça veut dire, chez ces patients, si on arrange les problèmes en faisant baisser les triglycérides, en faisant augmenter le HDL, ça veut dire qu'on a arrangé un peu on a amélioré leur métabolisme, leur syndrome métabolique. Et donc finalement, nous avons répondu à cette première question qui était posée par les cardiologues parce qu'ils voulaient savoir exactement qu'est-ce qui peut se passer avec cette huile d'argan. Donc vous voyez, ce n'était même pas l'intérêt du scientifique, mais plutôt l'intérêt médical des médecins qui sont dans la pratique courante. Donc aujourd'hui, on peut le dire, ce n'est pas encore publié, mais on peut facilement le dire avec cette preuve-là, on est en cours de rédaction de résultats, que cette prise en charge nutritionnelle qui est indispensable dans la thérapie des maladies cardiovasculaires se trouve améliorée chez les patients qui souffrent de maladies cardio-métaboliques. Donc, il est aujourd'hui important de rajouter dans la panoplie de l'assiette ou de la table méditerranéenne cette huile qui est marocaine, qui est du sud, du ouest marocain,
et qui ne cesse de donner et de fleurir avec ses avantages sur le plan santé. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vous remercie. Très clair et qui nous apporte du nouveau dans le domaine de l'utilisation de l'huile d'argan en clinique. Donc on ne peut que se réjouir malgré nos peu de moyens au niveau national, mais vous voyez, quand on arrive à faire quelque chose. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à l'audience pour poser des questions, pour avoir des informations, et je donne plus d'intérêt à la discussion dans ces cas. Très intéressante. Tout simplement, est-ce que l'huile d'argan qui a été utilisée pour les différents tests, est-ce qu'elle est torréfiée, pas torréfiée? Si elle est torréfiée, est-ce qu'il y a eu l'occasion de tester différents degrés de torréfaction, vu que, bien sûr, ça a une influence, tout ce qui est torréfaction? On vous remercie pour vraiment cet exposé très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci. À utiliser un produit, une huile d'argan, qui est, je dirais, qui a une certaine traçabilité. Ça veut dire, c'est important que ça soit le seul et l'unique lot, parce qu'on peut avoir des variations intra-études si on utilise plusieurs sources. Donc, je vous réponds comme quoi c'est un seul lot, une seule marque, et c'est une étude faite par l'huile d'argan torréfiée. Agréable au goût? Pas du tout. Non? Pas du tout, je la consomme personnellement, excusez-moi, mais vraiment elle est intéressante. C'est vrai? Oui. Eh ben, c'est une belle découverte. Je pense que, personnellement, qu'elle est beaucoup mieux, enfin, à mon sens. Elle passe facilement? Aucun problème. Elle est neutre, elle est neutre, elle a un léger. Moi je parle de goût. Non, le goût est vraiment... Alors si, très bien. Elle n'est pas digeste. Non, au contraire. Elle est Alors, plus légère à digérer. Alors, si Parce qu'elle est cosmétique et alimentaire. Et celle qui est dite alimentaire, elle est torréfiée, mais elle ne peut pas être utilisée en cosmétique. Mais restons dans le sujet alimentaire, je pense, personnellement, je suis persuadé, mais je manque... je vous ai posé une question sur le goût. Je préfère le goût de la non torréfiée, personnellement. Par rapport aux deux, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le goût? Je préfère... alors, le goût, c'est subtil. Je parle de l'huile non torréfiée. Ça a un goût très léger, c'est vrai. Nous, les Marocains, on aime tout ce qui est relevé. Effectivement, ça, les Marocains aiment beaucoup tout ce qui est relevé, le goût noiseté, etc. Mais moi, personnellement, puisque vous me posez la question, je préférais largement, moi et ma famille, l'huile, et je la consomme régulièrement puisque je la produis, je la consomme non torréfiée. Et je suis content de beaucoup de résultats, je ne rentre pas dans les détails. Écoutez, une prochaine étude, on va tout simplement essayer l'huile d'olive non torréfiée, et ça sera la vôtre. Avec grand plaisir de participer à cette étude-là. Je disais tout à l'heure la même chose à monsieur. Avec grand plaisir, en tant que chercheur et en tant que producteur, je serais très honoré de participer. Merci beaucoup pour cette offre. Et puis, je voudrais quand même rajouter un petit détail. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait fait une présentation sur les effets biologiques d'une huile. C'est-à-dire que ce soit une huile torréfiée ou non torréfiée, par rapport aux effets, on va s'attendre pratiquement au même résultat. C'est bon pour les... L'huile avec différentes torréfactions pour tester... Écoutez, on va toquer votre porte bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre... Merci. Utilisateurs, depuis toujours, on travaille avec les fournisseurs, et c'est de l'huile d'argan qui est même exportée à l'étranger. Et depuis toujours, on a utilisé de l'huile torréfiée. Donc maintenant, pour la différence au niveau thérapeutique ou au niveau biologique, il faut passer sur le terrain pour démontrer que les deux produits ont le même effet, mais n'empêche que le goût, tout le monde s'est mis d'accord, bien sûr, si la non torréfiée donnait un goût agréable, je pense que ça aurait été fait il y a très longtemps. Donc pour l'instant, on accepte l'idée que c'est l'huile torréfiée qui est sur le commerce, mais on pourra essayer un jour l'autre huile pour voir au niveau de ses effets, est-ce qu'elle partage toujours le même effet que l'huile torréfiée. Donc on passe à une deuxième question. C'était exposé que je découvre
C'était l'été dernier. Moi, je voudrais apporter des éclaircissements sur la torréfaction. Nous avons fait ensemble des études. La seule chose qui est entre les deux, c'est-à-dire, je donne Mada, je donne premièrement, la non torréfiée est meilleure. Pourquoi elle est meilleure? Parce que c'est au niveau de la protection contre l'antioxydation, c'est-à-dire quand on mesure le late phase, le temps nécessaire pour qu'il y ait l'oxydation de LDL, la non torréfiée, le temps, il protège mieux, c'est-à-dire le cœur et les LDL, la vitamine E qui existe protège encore plus pour la non torréfiée que la torréfiée. La consommation de la non torréfiée, on a fait une étude avec la non torréfiée. Tout le monde a mangé la non torréfiée. C'est-à-dire ça fait presque plus que 10 ans qu'on a fait cette étude, plus que 10 ans, la non torréfiée, parce que nous avons eu le problème de l'acceptation du goût. Parce que tout le monde ne peut pas accepter le torréfié, et c'était tout à fait le début aux années 2002, donc on a opté pour la non torréfiée. Comment expliquer toutes les vertus connues depuis des millénaires sur le bienfait de l'huile d'argan, alors qu'il n'existait pas le non torréfié avant, il n'y avait que le torréfié. Pour répondre à notre ami, c'est-à-dire la cosmétique, c'était la torréfiée et la non torréfiée. La torréfiée, elle est totalement récente parce qu'on a créé les machines et on a commencé à produire de l'huile torréfiée. Mais du point de vue alimentaire, il n'y a pas de différence. On va plus pour la non torréfiée pour valoriser le point de vue cosmétique. Voilà. Donc, de toute façon, on s'accorde avec lui. Peut-être qu'il garde ses bienfaits beaucoup plus. C'est juste un exemple. Donc, une autre question. Torréfié, parce que quand la torréfiant, la molécule, elle est dénaturée. Alors pour la conservation, deuxième avantage, on peut conserver très longtemps l'huile non torréfiée par rapport à la torréfiée. Je pose la question, est-ce qu'au niveau de la conservation, on peut conserver plus longtemps l'huile non torréfiée? Et c'est un sacré avantage. C'est l'objet peut-être. C'est Madame Chavon, Oui. Excusez-moi. Juste pour complémenter un peu ce que monsieur a déjà posé. Au niveau de la torréfaction, normalement, on a fait une étude sur l'effet de la torréfaction sur les composés volatiles. Donc, ces composés volatiles, ils nous donnent une idée, surtout sur la dégradation des acides gras, et ainsi des produits ou des composés qui sont néfastes pour la santé. Alors, donc, cette étude a été effectuée pour l'huile cosmétique à 0 minutes, ça veut dire qui n'est pas torréfiée, jusqu'à 45 minutes. Et on a trouvé que le temps optimal, surtout pour avoir une huile qui correspond surtout à des critères de qualité et où on n'a pas des composés qui sont néfastes, c'est 25 minutes. D'accord? Donc c'était surtout à 110 degrés. Donc autre chose pour la question de conservation, normalement pour l'huile alimentaire, elle est plus conservée. Donc surtout on a fait des études, ça a montré que l'huile d'argan elle peut être conservée pendant 2 ans par rapport à l'huile cosmétique, donc elle peut conserver juste 6 mois. Donc si on va déjà surtout au niveau du contrôle de qualité. Ouais. Torréfié, mais moyennement torréfié, ça reste à définir ce que cela voudrait dire, c'est à peu près 20 mois. Une huile dite cosmétique pressée à froid, non torréfiée, 30 mois. Ça, c'est des résultats que nous avons pu obtenir, je veux dire, par des laboratoires. Parce que nous, on peut surtout à prolonger la durée de l'huile. Donc, ce qui fait qu'on a bien justifié que la torréfaction, elle aide surtout au conditionnement et pour la conservation de l'huile. Je respecte, mais... Soumaïa Bouchefri, je suis pharmacienne, doctorante. Et là, j'ai une petite remarque pour ce qui est dose. Là, vous parlez d'une dose de 25 ml. Est-ce que ça, c'est une dose thérapeutique? Est-ce qu'il y a un intervalle thérapeutique, c'est-à-dire qui a été déterminé, donc pour dire que l'huile d'argan elle a cet effet? La deuxième question, en fait, ce n'est pas une question, c'est juste une suite à ce que vous avez commencé. Je trouve qu'on a besoin de faire des analyses sensorielles pour un petit peu voir ce que le consommateur marocain accepte. Est-ce que c'est l'huile cosmétique ou bien... C'est aussi validé. Donc on part sur ça.
Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, c'est par rapport à l'étude sensorielle. Je pense que si vous voyez le programme de ce congrès, il y a une présentation qui va être faite, je pense, par Mme Chaouf, je pense cet après-midi ou demain, je ne me rappelle plus, et qui va pour la première fois, à mon sens, parler de cette étude sensorielle, alors que, et votre question, elle est très intéressante parce qu'elle ouvre les champs de l'intérêt de la population générale à la question de l'huile d'argan, parce que l'étude sensorielle, jusqu'à maintenant, se faisait traditionnellement parlant avec l'huile d'olive. Besoin de consommation quotidienne par les connaisseurs. Mais au jour d'aujourd'hui, la consommation de l'huile d'argan n'est pas au même stade que celle de l'huile d'olive. Mais c'est une excellente chose de se lancer aujourd'hui vers, je vous félicite pour le choix de votre étude, de se lancer vers l'étude sensorielle. Ça montre qu'en quoi on va aller crescendo, pas à pas, vers aujourd'hui, en 2015. Il y a encore autour de moi des personnes qui me disent l'huile d'argan, c'est comme l'huile d'olive. Vous voyez? Donc on a encore du terrain à faire et on est dans la bonne voie. Donc on va commencer à comprendre l'utilité de l'utilisation de la torréfaction ou pas. Déjà, vous voyez, il y a on ne va pas dire des contradictions, mais des effets et des résultats différents. Voilà pourquoi l'appel de ce matin, même la durée de 3 semaines, elle était aussi validée. Donc on part sur ça. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, c'est par rapport à l'étude sensorielle. Je pense que si vous voyez le programme de ce congrès, il y a une présentation qui va être faite, je pense, par Mme Chaouf, je pense cet après-midi ou demain, je ne me rappelle plus, et qui va pour la première fois, à mon sens, parler de cette étude sensorielle, alors que, et votre question, elle est très intéressante parce qu'elle ouvre les champs de l'intérêt de la population générale à la question de l'huile d'argan, parce que l'étude sensorielle, jusqu'à maintenant, se faisait traditionnellement parlant avec l'huile d'olive. Besoin de consommation quotidienne par les connaisseurs. Mais au jour d'aujourd'hui, la consommation de l'huile d'argan n'est pas au même stade que celle de l'huile d'olive. Mais c'est une excellente chose de se lancer aujourd'hui vers, je vous félicite pour le choix de votre étude, de se lancer vers l'étude sensorielle. Ça montre qu'en quoi on va aller crescendo, pas à pas, vers aujourd'hui, en 2015. Il y a encore autour de moi des personnes qui me disent l'huile d'argan, c'est comme l'huile d'olive. Vous voyez? Donc on a encore du terrain à faire et on est dans la bonne voie. Donc on va commencer à comprendre l'utilité de l'utilisation de la torréfaction ou pas. Déjà, vous voyez, il y a on ne va pas dire des contradictions, mais des effets et des résultats différents. Voilà pourquoi l'appel de ce matin, je vais le renforcer encore une fois, prendre contact, et c'est l'intérêt de cette manifestation, c'est de faire connaissance entre nous ensemble, échanger les cartes de visite, échanger les adresses, et être ensemble dans cette problématique qui est l'arganier, et notamment ceux et celles de cette salle-là qui s'intéressent à l'huile d'argan, qui est le produit phare qui va donner l'image de ce qu'on souhaite de cet arbre et qui a déjà franchi les frontières partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique. Et donc, on doit le protéger et on doit encore le nourrir avec les études et de recherche sur la qualité nutritionnelle. S'il vous plaît. Oui. Un petit détail à préciser, en fait, l'analyse sensorielle. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est la même. Juste un petit détail, en fait, ce qui est analyse sensorielle, en fait, il a été fait sur l'huile d'argan pure. C'est-à-dire, c'est vraiment... Pur, c'est quoi pur? C'est-à-dire pur sans qu'on l'intègre dans une formulation. C'est-à-dire l'huile d'argan comme ça. Et c'était vraiment instrumental. Moi, ce dont je parle, c'est beaucoup plus... c'est-à-dire, ça va inclure l'analyse sensorielle instrumentale, plus une évaluation sensorielle. Une évaluation hédonique auprès du consommateur. Donc ça n'a jamais été fait avant. Vous avez raison. C'est ce qui est plus intéressant, c'est l'évaluation par l'analyse. Il faut faire une étude chez le consommateur, voir... Merci beaucoup pour votre réponse. Ou alors chercher une optimisation de l'huile d'argan comme aliment fonctionnel. Votre question, elle est vraiment légitime. Et en même temps, elle fait partie de cet appel qu'on est en train de lancer. De nos ordres d'Agadir,
les gens qui travaillent sur l'aspect génétique, sur l'arbre, sur le côté où l'aspect peut les compter sur le bout des doigts. Donc, on ne peut pas tout faire, mais il faut encourager encore les équipes de recherche qui sont dans toutes les villes, dans toutes les universités du Maroc, et que chaque équipe puisse s'atteler sur une thématique bien précise pour que le consensus arrivera un jour, globalement, parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, ça résume, je pense, c'est mon point de vue, et je partage parfaitement votre avis et votre appel. C'est que, effectivement, c'était pour 5 personnes qui souffraient de problèmes de mauvais cholestérol. Et j'ai conseillé, suite à un certain nombre d'informations que j'ai eues, j'ai conseillé de consommer l'équivalent de 2 grandes cuillères chaque matin. Donc, il y avait un petit test quand même relativement sympa, c'est-à-dire les personnes, elles avaient avant l'analyse, d'accord, au niveau du sang par rapport au cholestérol. Et donc, elles ont consommé pendant 2 mois, ces 5 personnes, de l'huile d'argan non torréfiée, dite, entre parenthèses, cosmétique, et elles ont vu 2 mois après qu'il y a eu des résultats sympathiques intéressants par rapport à la baisse de mauvais cholestérol. Donc ces 5 personnes, ce n'est pas très significatif statistiquement parlant, mais c'est un début de quelque chose qui pourrait être développé par ailleurs. Merci. Donc je vais réagir sur quelle qualité, quel produit sensoriel. Donc il faut respecter quand même le consommateur. Donc nous avons une tradition pour la consommation de l'huile d'argan. Donc une huile torréfiée, c'est accepté. Mais peut-être il faut travailler dans le sens de l'équipe de madame, c'est de chercher quel temps, quel degré de torréfaction, quelle température, peut-être pour lui offrir la même préférence, mais avec une qualité nutritionnelle la plus optimale possible. Absolument. Ça, c'est le plus important. Et pour juste les industriels se mettre à côté des scientifiques pour comprendre quels sont les points forts qui vont donner encore une valeur ajoutée pour leurs produits. Pour que ça se vende mieux et que ça se consomme plus, c'est ce qu'on veut, que tout le monde gagne. Et conserver le maximum possible de composés nutraceutiques de cette huile, donc il faut vraiment le transférer à l'industriel pour produire avec cette façon. C'est approche consommateur, mais quand même, il faut que la dame se concerte avec des spécialistes en dégustation pour que le test soit le plus fiable possible. Ma petite question, c'est que au niveau de votre test, une fois établi l'équilibre entre vous avez vers la fin, les deux groupes sont bien équilibrés sur le plan. Oui. Suite à des conseils diététiques. Mais juste après cet équilibre-là, le test il a duré ou bien c'est interrompu? L'analyse. Oui. Donc le test a duré 21 jours. Oui, ça? 3 semaines. 3 semaines. Mais l'équilibre des patients, donc c'était atteint à la 3e semaine, effectivement. Même avant. Parce que ça a été continu. C'est-à-dire que les patients... Une fois l'équilibre est atteint, donc je pense que dans ce temps-là qu'il faut commencer l'évaluation, non? Ou bien c'est avant? Non, c'est-à-dire que la difficulté, lorsque vous prenez des malades, enfin des patients qui viennent pour consulter parce qu'ils ont un problème d'hypertension artérielle ou autre, déjà la notion de l'intervention par rapport, même si c'est une huile qui est connue, qui est appréciée, etc., elle n'est pas simple. Dans cette amélioration, l'huile d'argan est liée, elle fait partie de l'alimentation. Elle fait partie du régime quotidien, parce que c'est tous les jours. De faire des complications cardiovasculaires, ça veut dire une cardiopathie, une insuffisance cardiaque. Donc parce que moi je n'ai pas parlé du côté clinique, c'est tout un autre tableau. Ça veut dire l'échographie a été faite, la prise de tension, elle continue. Moi après, c'est le côté clinique que je maîtrise pas, c'est pas moi, c'est les cardiologues. Ils sont en train de le faire, et c'est après qu'on va se mettre ensemble, biologistes et cardiologues, pour faire les corrélations entre ce qui a été remarqué, ce qui a été trouvé en termes de bilan alimentaire, sanguin, c'est-à-dire lipidique et autres, avec le bilan clinique, pour tirer les conclusions.
Est-ce qu'on peut... Cela venu pour cet exposé. La discussion était très très enrichissante, bien sûr. Nous nous sommes réjouis. Donc maintenant, on passe à la troisième et dernière, plutôt à la deuxième et dernière intervention par mademoiselle Touria Bourhib. Elle va nous parler du blanchiment de la peau par l'huile d'argan à travers l'inhibition d'un facteur de transcription, le MITF. And eyes, and it protects our skins from the harmful effect of ultraviolet radiation. The melanogenesis it happens inside of specialized cells called melanocytes. There are two types of melanin. The first one is eumelanin, the black-brown one, and it's predominant in individuals with dark skin and hair. And this MITF regulates the expression of the three enzymes, tyrosinase, TRP1, and dopachrome tautomerase. However, the excessive of biosynthesis and dark spot, melasma, and melanoma. However, the commercially available skin whitening agent usually irritate the skin and cause many inflammatory and allergy. So the research for new effective skin whitening products with low adverse effects are desirable for cosmetic and also for clinical purposes. Argan tree is very important tree in Morocco, and the argan oil has been used for centuries by Moroccan women as cosmetic oil to maintain a fair complexion of our skin and also to cure many skin problems. However, there is no study on the effect of argan oil on the melanin biosynthesis. In this work, we want to evaluate the effect of argan oil on melanogenesis by using different concentration after incubation for different time, from 1 hour to 72 hours at 37 degrees C. We quantify the melanin, then we checked the cell viability, by Guava PCA. Then we used Western blot to evaluate the protein expression of the three melanogenic enzymes, tyrosinase, dopachrome tautomerase, and TRP1. By real-time PCR, we evaluated the expression of many genes also. So the results showed that argan oil caused a dose and time-dependent decrease in the melanin content of P16 melanoma cells without cytotoxicity. And this figure showed clearly that argan at high concentration decreased significantly the melanin synthesis, and it's more efficient than Arbutin, which is a positive control and used actually as a whitening skin product. The color of extracted melanin from treated cells showed that the higher concentration of argan oil clearly inhibit melanin synthesis. But what's the molecular mechanism behind this depigmenting effect of argan oil? For that, we used Western blot to evaluate the expression level of the three melanogenic enzymes, and we found that argan oil after 72 hours significantly inhibit the expression of tyrosinase and dopachrome tautomerase, but not the TRP1. By densitometric analysis of this result, we found that tyrosinase was inhibited by 60% and dopachrome tautomerase by 80%. And for the TRP1, it was only 10%, which is not significantly. So, we evaluated also by this technique the phosphorylation of ARP1-2 and the phosphorylation of MITF. We found that argan oil after 24 hours of treatment significantly activated the phosphorylation of ARP1-2 and the phosphorylation also of MITF.
Why we choose this two enzyme? Because it's the upstream of melanogenic enzyme. We used real-time PCR to check at immerinal level, and we found that argan oil significantly decreased the expression of tyrosinase and dopachrome tautomerase at immerinal level, but not the RP1. Argan oil also leads to a down regulation of MITF. We can conclude from all this result that argan oil by phosphorylation of ARC1,2, the MAP kinase, activate the phosphorylation of MITF, which leads to a degradation of MITF and a decrease in the expression of tyrosinase and dopachrome tautomerase. Here we present the study provides the scientific basis for the traditionally established benefits of argan oil and present its therapeutic potential against hyperpigmentation disorders. This work is the result of collaboration between the laboratory Biotech VRV in Faculty of Science Minalia Kadeya and Graduate School of Life and Environmental Science, University of Tsukuba, Japan. It was supported by JASU, a Japan Student Service organization, and lead to give a publisher complementary and alternative medicine. That's all, and thank you so much for Merci bien, mademoiselle Boucher, pour votre exposé clair et très enrichissant. En tout cas, pour moi, ça a été très enrichissant. Donc, je laisse la parole à l'audience, professeur Grégory. Je vous félicite, mademoiselle, pour cette présentation, pour la qualité aussi de votre anglais. Je pense que pas tout le monde dans la salle puisse, pouvez vous suivre. Si vous pouviez parler en français, ben c'est un détail. Mais combien fort intéressant les résultats que vous avez présentés, qui sont publiés en 2013. J'ai eu deux ou trois questions, mais je ne commencerai pas la première. Est-ce que le choix de la thématique a été le vôtre ou bien celui du laboratoire de Tsukuba? Bon, on a choisi l'huile d'argan. Et oui. eux, ils travaillent déjà sur la mélanogénésis. D'accord. Donc c'est un laboratoire spécialisé dans l'étude des problèmes liés à la pigmentation. Une partie du laboratoire, c'est pas tout le laboratoire. Est-ce que vous avez, deuxième question, puisque vous avez déjà publié ces résultats en 2013, c'est des résultats qui ont été obtenus en 2011 ou 2012, est-ce que vous avez continué ou bien vous avez arrêté? On a continué sur les autres parties de la plante, c'est-à-dire les tourteaux, l'extrait des feuilles, des bulbes, etc. Alors, parce qu'un travail de cette importance-là, il faudrait le marketer. Oui. Parce que vous êtes en train vous avez valorisé encore une fois l'huile d'argan dans la dermocosmétique, je dirais même dans les cancers de la peau, n'est-ce pas? Oui. Et les gens ne le savent pas. Donc, une publication internationale, bien, mais il faudrait attirer et les industriels cosmétiques et pharmaceutiques de l'intérêt de ces résultats, parce que c'est des expériences, rien à dire. Je sais bien qu'à un moment donné, il y a 10 ans de cela, toute l'université de Tsukuba était présente au Maroc. Ils ont fait le tour de toutes les universités, effectivement. Ils ont écouté les différents travaux. D'ailleurs, on a été à Casablanca présent dans cette concertation. Et ils donnaient énormément d'importance à l'huile d'argan. Oui, Donc aujourd'hui, que ce soit au Japon ou bien au Maroc, c'est important de encore mieux valoriser ces résultats et je dirais les vendre tout simplement. Oui, je suis d'accord avec vous. Et il y a actuellement un projet en cours pour terminer ces études concernant l'arganie et également d'autres plantes aromatiques médicinales au Maroc. D'accord, les plantes aromatiques médicinales, on n'en parle pas. Ça, c'est une autre. Là, nous sommes dans l'arganier et l'huile d'argan. Oui, on va continuer. C'est un conseil que je vous donne parce que ce serait dommage d'arrêter là.
alors que vous aviez la possibilité d'utiliser toutes les technologies japonaises, pertinentes, rien à dire en termes de qualité, et on est dans la valorisation de l'INACA. Voilà. Merci. Une autre question dans l'audience? Je vous félicite pour la présentation, la qualité de la présentation et du travail, bien sûr. Mais c'est juste pour le traitement. Vous avez traité avec de l'huile d'argan, c'était en quoi? Dans quoi? Parce que vous savez, le milieu de culture, il ne va pas accepter l'huile d'argan. On fait une sonification tout d'abord, oui, avec le milieu de culture. Et donc ça passe à peu près. Ça passe, oui, très bien. Bon, c'est juste pour l'information, on peut même aussi mettre de l'huile d'argan dans l'éthanol. Raison de 1 sur 33, ça ne pose pas de problème. Pas de questions dans l'audience? Donc, simplement pour souligner effectivement qu'au niveau des études sur les effets biologiques de l'huile d'argan, donc ici au Maroc, nous avons absolument besoin de recherche fondamentale, comme ce qui vient d'être présenté, pour aborder le sujet nous-mêmes, chercheurs marocains, pour que ça soit fait par des mains et des têtes marocaines, avant qu'on ait des surprises. On commence déjà à avoir des surprises, d'avoir des résultats sur l'huile d'argan qui émanent d'autres pays. Alors nous, on se réunit ici une fois chaque 2 ans, et donc ces rencontres sont non seulement pour écouter les présentations, mais surtout pour tisser des liens d'une manière sérieuse, et j'invite donc j'invite mes collègues chercheurs marocains à tisser des liens pour la formation des jeunes, pour l'échange d'idées, et pour aussi, par rapport aux problèmes cliniques qui m'intéressent personnellement, c'est d'encourager aussi le milieu des enseignants au niveau des facultés de médecine à mettre la main dans la pâte, parce que, en fin de compte, pour apporter des preuves cliniques, il faut quand même travailler sur les patients. Et donc, il n'y a que les facultés de médecine qui peuvent faire ça. Ou en tout cas, au moins en collaboration avec les facultés de médecine et les CHU. Donc ça, c'est une nécessité absolue. Il ne faut pas perdre de temps. Le potentiel étudiant est là, les doctorants sont là, les médecins résidents sont là. Il suffit que les enseignants-chercheurs bougent et préparent des projets de recherche. Bien sûr, on sait très bien que ça prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas impossible. Il y a des problèmes matériels, des problèmes logistiques, des problèmes, je dirais, de base au niveau du laboratoire, mais aussi au niveau du CHU. Mais il faut y aller, malgré tous les obstacles. Parce que rien ne vient comme ça, n'atterrit d'une manière facile. Il faut multiplier les efforts et les contacts entre scientifiques pour aboutir à quelque chose. Oui, je voudrais différents exposés très intéressants, mais allons-y vers le marketing, allons-y vers la commercialisation. Comment créer ce lien entre les chercheurs qui font un boulot extraordinaire, mais est-ce que ça doit rester dans les tiroirs, est-ce que ça doit rester dans les CV, publication telle ou telle? Je le regrette vraiment, d'autant plus que je suis enseignant-chercheur. Je trouve que vraiment, et ça c'est quelque part maladif, j'ai envie de le dire et je le dis franchement, qu'il n'y a pas cette relation étroite entre les chercheurs, les scientifiques et les industriels pour commercialiser des produits un jour, pour développer de nouvelles crèmes, pour développer je ne sais quoi. Il y a énormément de choses. Et ça, pourquoi, à mon échelle, quand j'observe ces choses-là, je trouve qu'il y a un problème de langage. Le scientifique, il a un langage, bien sûr, de laboratoire, des molécules, etc., etc. Mais ce langage, l'industriel, parfois, il ne le comprend pas parce qu'il comprend autre chose, une autre façon de faire. Donc, je suis très franc là-dessus. Je trouve qu'il faut, quelque part, vulgariser la science, vulgariser ce genre de choses qui sont extrêmement intéressantes pour que, finalement, l'industriel puisse aborder, puisse intégrer
ces données, bien sûr en l'épaulant, en lui apportant aussi toute la contribution, mais aussi l'industrie, il est là aussi pour sponsoriser, pour apporter aussi sa contribution à sa façon, et pour pouvoir finalement arriver à des résultats intéressants. On ne va pas attendre que des industriels, des gens de marketing et des commerciaux viennent de l'étranger pour finalement exploiter ces résultats-là. Là, vraiment, ça fait un drôle d'effet. Je suis désolé de parler de cette façon-là, mais franchement, il faudrait, à mon avis, créer des réunions, des brainstorming, quelque chose comme ça, pour voir comment la relation va être finalement faite avec une vulgarisation pour que finalement les choses aillent d'avant et que le Maroc, d'une manière générale, je ne parle même pas à l'échelle individuelle, mais que le Maroc, finalement, puisse apporter sa contribution. Merci beaucoup, surtout que l'Argane, c'est que le Maroc, etc. Merci. Qui n'existe pas. Il faut créer ce résultat, il faut le chercher. Donc c'est ça l'appel qu'on lance, c'est d'aller commencer le travail. Parce qu'on ne peut pas vulgariser comme ça, dire que l'huile d'argan est bonne, sans avoir des preuves scientifiques. Et là, nous sommes d'abord en train de mettre déjà la base, c'est la production scientifique. À partir de là, on peut séduire les autres avec nos résultats. Donc, il faut tout d'abord commencer le travail. Et il y a plein, en dermatologie, cardio, neurologie, en pneumo, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut faire le travail. Après ça, les congrès et les publications sont là pour divulguer l'information scientifique, pour attirer les industriels, bien sûr, pharmaceutiques ou cosmétiques. Et là, c'est une étape qui viendra à partir du moment où on a des résultats. Professeur. De l'appel pour mettre les chercheurs ensemble. Je pense quand même, vous avez tenté de rassembler les chercheurs, et il y a déjà 2 ans de cela, et que ça n'a pas abouti, on va dire, à ce que vous avez voulu faire. Moi, je pense que dans ces affaires-là, quand on veut rassembler pour un intérêt commun, celui de la recherche notamment, pour pouvoir apprendre à présenter les choses et discuter avec les industriels, il faudrait des volontaires. Quand je dis volontaires, c'est-à-dire l'appel, c'est très bien. Moi j'applaudis, tout le monde applaudit. Mais une fois qu'on quitte la salle, on quitte ce congrès, chacun va retrouver sa demeure. Donc, il faut des volontaires qui vont prendre le taureau par les cornes et dire je vais, et il doit le faire, je vais consulter tous les chercheurs de toutes les institutions et les universités marocaines, un par un, et les inviter à se réunir, à faire un plan, je dirais, d'action nationale, dans lequel chacun apportera sa petite graine, et comme ça, on pourra, comment dirais-je, espérer arriver à quelque chose les années à venir. Parce que je suis partisan de l'appel de la fédération, de la confrontation, mais il faut un initiateur. Il faut celui qui a la locomotive, qui prend le train ensemble. C'est très important. La santé, sur les maladies, etc. Donc on peut le voir au niveau de la zone de production et de consommation. Peut-être maintenant, dans les régions de production, la consommation n'est pas aussi importante, mais qu'on ait des résultats sont là. Donc les chercheurs doivent travailler pour expliquer quel est le mécanisme pour avoir les résultats que nous avons sur le terrain au niveau de la femme, etc., au niveau de la santé de la population. Et je reviens à votre suggestion. Donc il faut un initiateur, il faut des gens qui doivent prendre l'initiative pour regrouper les pôles d'excellence qui peuvent travailler sur des aspects. Donc nous avons tout le matériel qu'a montré mademoiselle, donc il existe au Maroc. Et donc il faut le chercher dans les laboratoires, donc la synergie entre les laboratoires, donc on peut faire tout. Et on peut expliquer les mécanismes et également donner les mots-clés aux industriels pour promouvoir le marketing, l'exportation encore plus du produit. Donc, nous avons toute la richesse, mais il faut la regrouper et il faut une synergie scientifique et logique pour l'avenir. Merci. Les chercheurs, mais passer de la recherche scientifique vers tout ce qui est clinique pour que l'utilisation chez nous, c'est-à-dire par rapport aux clients,
utilisateur qu'on puisse démontrer ce qui est déjà fait dans la tradition. Parce que l'huile d'argan, il est reconnu depuis des décennies, donc ça fait très longtemps. L'utilisation aussi était prouvée traditionnellement, mais il nous faut avoir un appui scientifique, clinique, pour le prouver, surtout à l'échelle internationale. On sait que la consommation, l'utilisation cosmétique de l'huile d'argan à l'échelle nationale, bien sûr, elle est utilisée, mais aussi à l'échelle internationale. Il faut qu'on aille vers l'avant, et comme a dit M. Ladloni, donc il ne faut pas que la recherche soit, c'est-à-dire que nous vienne des laboratoires extérieurs, c'est-à-dire internationaux. Il vaut mieux que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi qu'il y a une synergie entre les chercheurs, mais aussi les industriels. Parce que les recherches, elles restent dans les laboratoires, on n'est pas au courant, ou bien on ne peut pas les prouver cliniquement, donc ça reste un dilemme pour nous en tant qu'industriels. Voilà. Parmi les présentateurs, vous avez tous leur adresse email, c'est la moindre des choses pour prendre le contact. Et puis, au niveau, par exemple, de ce congrès de l'Argagné, on pourra consolider la partie utilisation et valorisation de l'huile d'argan à travers peut-être des séminaires en dehors du congrès qui seront dédiés uniquement à l'aspect santé et cosmétique. Et bien sûr, tout le monde est bienvenu pour apporter son grain, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Au résultat, c'est-à-dire par rapport, si j'ai bien compris l'exposé, ça réduit la biosynthèse de la mélanine. Donc, est-ce que vous avez pensé à administrer, par exemple, l'huile d'argan à des femmes pour qu'ils l'appliquent simplement, sans parler des crèmes, sans parler de n'importe quoi, de produits sophistiqués, c'est-à-dire appliquer cette huile, par exemple, la nuit surtout, bien sûr, on ne peut pas le faire sous le soleil. Est-ce que vous avez pensé à faire le suivi avec des femmes pour avoir plus de résultats et bien valoriser encore votre étude et, comme l'a dit M. Kamel, créer ce lien entre ce que vous avez trouvé comme côté scientifique et ce qui est marketing. Deuxième chose, je me demande, peut-être que je l'ai zappé dans votre exposé, est-ce que vous avez mis le point sur le principe actif dans l'huile d'argan qui fait tous ces bienfaits, c'est-à-dire qui inhibe la synthèse de tout ça? Pour l'huile d'argan, je pense que déjà, le vitamine E, il y a des études qui montrent que le vitamine E entre une baisse de la synthèse de la mélanine. Et aussi l'acide ferrique aussi. Et il y a des études qui montrent qu'elle présente une inhibition de la mélanine. Donc, et d'autres aussi, je pense, les polyphénols, même à faible dose, ils peuvent avoir une activité. Et peut-être qu'il y a une synergie entre les différents composés de l'huile d'argan. Merci. Oui, c'est de dizaines de molécules. Et donc, la question, quelle est la molécule responsable? Ici, simplement, on va parler d'une synergie, bien sûr. Une synergie de tous ces éléments. Chacun ira au milieu de la cellule pour exercer son effet. Mais ça serait bien sûr pertinent d'essayer 4 ou 5 éléments de l'huile d'argan, comme le tocopherol, la vitamine E, certains polyphénols, et voir quelle est la part de chaque produit, dans la mesure du possible, par exemple des extraits de l'huile d'argan qui correspondent à chaque partie de l'huile, et voir si on peut reproduire le même effet. Allez-y. Justement, l'écologie, ce n'est pas toujours la quantité qui est importante. C'est à une certaine concentration, peut-être ce tocopherol, il va être suffisamment présent pour exercer un effet. Donc, l'exemple que personnellement j'ai montré dans une des publications qu'on a faites, c'est que la consommation de l'huile d'argan aboutit à une amélioration du taux de tocopherol. Et la vitamine E. Oui, voilà. Et donc, c'est une augmentation qui est là, qui est due bien sûr à la consommation. Alors maintenant, est-ce que c'est elle qui va être responsable de tous les effets physiologiques? On ne sait pas. Mais en tout cas, on dit que c'est l'ensemble des produits. Le polyphénol, le tocopherol, et d'autres antioxydants, peut-être des produits même qui ne sont toujours pas identifiés. Parce qu'il ne faut pas oublier
que l'huile d'argan, nous ne parlons que des produits déjà trouvés. Mais combien de molécules ne sont pas encore identifiées? Et c'est là la question. Alors, moi, je vais continuer par répondre à des choses cliniques, parce que là, on va faire face à un mur qui est du domaine de la chimie ultra-orthodoxe, je dirais, et nous avons besoin de compétences pour ce volet-là. Pour l'instant, on va être, je dirais, satisfait au fait que l'huile d'argan, maintenant, nous sommes passés de l'effet biochimique, qui est là, éprouvé. Maintenant, notre potentiel humain doit passer à l'effet fonctionnel. C'est l'effet fonctionnel qu'on cherche, en fin de compte. La biochimie est là. Maintenant, c'est l'effet sur certaines fonctions de notre organisme, qui va depuis les troubles de la mémoire, les problèmes de rétinopathie diabétique, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes rénaux, tout ce qui est en relation avec l'athérosclérose. Donc tout ça doit être l'objet des recherches futures pour répondre à nos questions. Justement, moi je voudrais revenir à votre présentation de ce qu'on appelle des peptides au niveau cérébral qui sont typiques d'une certaine imagerie cérébrale qui est typique bien avant la déclaration des gros symptômes, des plaques bêta-amyloïdes. Et à partir de là, on commence à avoir de légers troubles de la mémoire, de légers troubles, avant d'arriver vraiment à la catastrophe de l'Alzheimer. Et c'est là où il y a des difficultés parfois à recruter, par les grandes études cliniques, à recruter des patients et à les randomiser pour être traités ou bien par la vitamine E ou bien par la dompésil, un inhibiteur de la cholinestérase. Alors, donc pour revenir à notre situation, nous avons des hypothèses qui sont fondées par rapport à deux choses. La microvasculature, où il y a des risques d'hétérogénèse, dans, par exemple, le syndrome métabolique, où aussi bien les lipides pro-hétérogènes, le stress oxydant, vont contribuer à la complication microvasculaire. Ce qui aboutit au niveau cérébral, surtout, à une moindre oxygénation. Et donc, vu que notre produit régule la dyslipidémie, on a l'hypothèse qu'on va faire bénéficier les troubles de la mémoire par le traitement à l'huile d'argan. Nous avons des sujets lancés, principalement chez les hémodialysés. Pourquoi? Parce que chez les hémodialysés, c'est les patients, avec le degré d'hémodialyse, ils vont développer des troubles de la mémoire liés à la microvasculature. Et là, on voudrait qu'en prévention, faire ce traitement et voir, avec des tests qu'on appelle le MMS, le test de mémoire, est-ce que l'huile d'argan pourra apporter quelque chose. On sait par la bibliographie que l'huile de cacao a été étudiée chez les personnes qui font de l'Alzheimer. Il y a des résultats plus ou moins probants, mais en tout cas, nous allons dans le même sens. La même chose pour la rétinopathie diabétique, où la microvasculature est pour quelque chose dans le problème de la rétine. Vous savez, dans la rétine, il y a une petite tache qui est riche en bêta-carotène. Et les études cliniques qui sont faites par les grandes firmes ou les grands laboratoires, elles sont faites à base de zixanthine, qui est une formule de la vitamine A. Et nous, on va aller dans le même sens parce que notre huile d'argan est déjà riche en ces produits et encore la synergie aussi bien des polyphénols, des antioxydants en vitamine E vont sûrement donner des résultats. Et donc, selon ces hypothèses-là, on a en quelque sorte des raisons pour aborder le problème, tout simplement. Nous avons des hypothèses, on va aborder le problème, et peut-être Inch'Allah dans 2 ans, les résultats, quel que soit le type de résultat, on va en parler. Écoutez, nous avons réalisé également un temps. Nous avons, quand on a travaillé sur une cohorte des militaires, nous avons également suivi la variation de la paraoxone A, B et AB, et donc chacune de ces enzymes a une activité plus forte que l'autre. Nous avons démontré, et c'est publié, on peut donner ça, que la consommation d'huile d'argan augmente d'une manière très significative la paraoxone.
oxonase au niveau de la circulation. Et donc, c'est une autre preuve d'une protection neuronale pour les consommateurs. Et tout ça, nous avons, quand on a commencé nos travaux, on a dit on va faire tomber toutes les vertus cardiovasculaires, neuronales et tout ça. Et donc, il y a une publication de ce sens. Et je pense qu'on est là pour un petit peu continuer le travail. C'est une piste qu'il faut peut-être également explorer en parallèle pour donner plus de puissance à tout le travail que vous faites avec la vitamine E et tout ça. Donc il y a cette piste de la paraoxone. Et la paraoxone, il a été, je crois, nous en avons parlé énormément pendant la Première Guerre mondiale, la Première Guerre du Golfe, parce que, comme vous vous rappelez, quand il y avait des troupes américaines, il y en a qui ont été même atteints par la démence. On a lancé ces gaz, et d'autres militaires n'avaient rien du tout. Et c'est là où les Américains sont partis faire la paroxonase, et c'est là où ils ont montré tous ceux qui ont été protégés, ils avaient une forte production de la paroxonase qui protégeait leur neurones. Voilà. Donc on passera bien sûr aux fonctions. La vianderie qui était aussi très intéressante. Donc moi, ma question c'est pour Madame Brahim Touria. J'ai lu, c'est vous, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à présent, on a positionné l'huile d'argan comme un produit anti-âge. Maintenant, on va vers une dépigmentation. Et ça, c'est important. Alors qu'il y a des études qui montrent que l'huile d'argan est photosensibilisant. Donc voilà, c'est une contradiction avec ce qui se dit. Et nous avons aussi des résultats dans le même sens. On a démontré tout récemment que l'huile d'argan n'est pas phototoxique. Et il y a des choses très intéressantes qui vont dans le sens justement de la réglementation qui est en vigueur en Europe. Et malheureusement, je cite toujours l'Europe parce que c'est là où l'huile d'argan est commercialisée. Et c'est très intéressant. Moi, ma question pour Madame Boily, quand vous avez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais est-ce que vous avez une idée quels sont les composés responsables de cette dépigmentation? Bon, il y a plusieurs raisons de l'huile d'argan qui ont des effets sur la dépigmentation. Donc, il y a plusieurs études qui prouvent que ces éléments ont une dépigmentation. Et pour l'étude sur l'huile d'argan qui contient ces éléments, il n'y a pas une étude. Donc, peut-être qu'il y a une synergie entre ces éléments qui entraîne une dépigmentation par l'huile d'argan. Que ce soit tocophérols, scotène, polyphénol, dans une recette qui est un produit alimentaire comme une huile d'argan ou autre, va avoir un effet synergique, complémentaire, alors que si vous les isolez une par une, vous n'aurez pas la même chose. Voilà. C'est exact. C'est démontré. Là, dans le cas de certaines pathologies neuronales, après une dizaine d'années peut-être, on se rend compte en fait que peut-être la faiblesse de l'étude réside dans le fait qu'on a utilisé un seul produit et qu'en fait, nous, pour l'instant, nous avons dans la main un produit naturel, indépendamment de qui est responsable de l'effet, il y a un effet. Donc, prenons l'huile d'argan. Pourvu de le démontrer. D'une façon evidence-based. Dans le même sens, il y a une grande étude maintenant méditerranéenne sur la diète méditerranéenne. Donc il faut penser l'huile d'argan dans le concept alimentation méditerranéenne. Alors, donc on va finir sur ce gentil petit mot. Je vous remercie pour votre présence. La présence a été très très encourageante, aussi bien pour les présentateurs que pour les responsables et l'ensemble des intervenants. Merci encore. J'ai juste une petite remarque. Nous avons ici une annonce sur un cartable perdu de M. Arbou. Un cartable perdu, donc si